Faire un tout petit peu d'histoire concernant la retraite, puisque il y a eu les premiers régimes de retraite sont sortis sous la Seconde République, donc c'était en 1853, et puis ça concernait essentiellement les fonctionnaires. En 1945, et avec la sécurité sociale, est né le régime d'assurance vieillesse. Ensuite, on a eu quelques avancées au cours des années après 1945, notamment en 1971, où sur le régime général qui était basé sur 50% de la totalité des salaires, en tout cas des cotisations, eh bien on est passé de 40 à 50%, donc en 1971, et c'est bien là la dernière fois où on a fait évoluer le montant de la retraite. Parce que par la suite, déjà en 1971, avec la loi Boulin, eh bien on était passé des 120 trimestres aux 150 trimestres, donc on était sur 30 ans, et on est passé sur les 37,5 annuités. Ensuite, ce n'a été que de la régression, puisqu'en 1993, eh bien, nous sommes passés des 10 meilleures années aux 25 meilleures années. Alors, c'est important de le préciser. Et puis, après, allongement de la durée de cotisation, etc., etc. Il y a deux gros régimes qui conditionnent nos retraites. C'est le régime des 3 pans de la fonction publique. Donc ce régime qui concerne les 5 400 000 fonctionnaires. Et puis il y a un gros régime qui est le régime du secteur privé. Ce régime qui est basé sur les 25 meilleures années. On prend 50% des montants, des salaires que l'on a cotisés. Et puis on y ajoute une retraite complémentaire qui a fusionné récemment au 1er janvier 2019. Il s'agit de Agirc-Arrco. Et puis les autres, donc les fameux régimes spéciaux, le gouvernement nous en fume avec ça parce qu'ils ne représentent que 2% des 314 milliards dédiés aux pensions et aux retraites dans le pays. Donc, je voudrais dire que, en fait, on parle d'une extrême minorité alors qu'on va impacter la totalité des régimes de retraite. Et c'est le gouvernement, c'est bien ce qu'il fait quand il fait ça, parce que il montre du doigt une minorité, ils disent voilà, regardez-moi ces nantis, voilà ce qu'ils ont, et vous, vous l'avez pas. Alors que ce sont ces, alors, entre guillemets, ces nantis qui, à un moment donné, ont su établir le rapport de force ou dans leurs conventions collectives ou dans leurs entreprises, de sorte d'améliorer effectivement ces régimes de retraite. Donc ce serait à nous plutôt de se dire, tiens, pourquoi on n'a pas ce que eux, ils ont, et non pas les ramener dans notre misère à nous. Toutes les réformes des retraites, toutes, eh bien, ont conduit à ce que les salariés se mobilisent. Parce que les retraites concernent tout le monde. Non seulement elles concernent ceux qui y sont, elles concernent les actifs, mais elles concernent aussi les générations futures. Donc chacun, à ce moment-là, lorsqu'il s'agit d'une réforme pour les retraites, eh bien chacun se sent concerné. Et d'ailleurs, il a bien raison de se sentir concerné, ce salarié, puisque même si on met dans la tête depuis déjà très longtemps, chez les jeunes, qu'ils n'auront pas de retraite. C'est pas vrai. Ils n'auront pas de retraite si on ne fait rien. Et il ne s'agit pas de rien faire. Le gouvernement, il n'a qu'un seul objectif. Il ne s'agit pas ni d'égalité ni d'équité. À mon sens, le gouvernement n'a qu'un objectif, il est économique. Il veut absolument maîtriser la dépense. 14% du PIB. C'est tout ce qu'il cherche à obtenir. Ça s'arrête là.
puisqu'on prend les 25 meilleures années. Alors, quand on dit qu'on prend les 25 meilleures années sur 43 ans, ça veut dire qu'on en écarte 17 mauvaises. Ça veut dire que toutes ces périodes interrompues, ces périodes où on n'a pas suffisamment cotisé, voire pas validé de trimestre, eh bien, on les écarte. Et en faisant la moyenne des 25, on écarte toutes ces périodes où on n'a pas pu cotiser à hauteur de ce que l'on souhaiterait pour avoir une retraite décente. À côté de ça, on s'est aperçu tout de même que les dernières années, ce n'est pas forcément les meilleures. Il y a des statistiques qui sortent tous les jours et qui confortent ce que je vais vous dire, que un salarié sur deux, eh bien, qui fait valoir ses droits à la retraite, n'est déjà plus en activité. Donc on emmène des salariés qui ne travaillent déjà plus pour des raisons diverses, hein, chômage, invalidité, maladie, et ces salariés-là, sur la retraite par points, ben, ils ne pourront pas cotiser. Et donc en prenant, je reviens sur les 25 meilleures années, forcément on efface les 17 mauvaises. Et pour le secteur privé, eh bien, on y ajoute l'AGIRC-ARCO, c'est-à-dire la retraite complémentaire, tout au long de la carrière, qui vient compléter cette retraite, ce qui fait en gros un revenu après le travail, eh bien, un revenu entre 72 et 75% actuellement. Alors, le régime de la fonction publique, il est extrêmement simple à comprendre. Les primes impactent très peu le montant de la retraite, puisque, contrairement à ce qu'on peut imaginer, il n'y a pratiquement pas de primes dans l'enseignement, et la moyenne des primes sur les agents de catégorie C, je le rappelle, ce sont les plus nombreux, 50%. Donc sur les catégories C, eh bien, on prend 150 € en moyenne de primes par mois, mais on ne tient compte que de 10 à 20% de ce montant, c'est-à-dire 15 à 30 €. Bon. Donc ce qui est infiniment petit pour avoir un impact réel sur le montant final. Alors pour eux, on prend l'indice brut de fin de carrière. Alors c'est l'indice qu'ils ont eu pendant au moins 6 mois avant de partir. C'est pas les 6 derniers mois, comme on l'entend souvent, c'est l'indice qu'ils ont obtenu pendant au moins 6 mois avant de partir. Cet indice est multiplié donc par un prix du point qui n'a pas bougé depuis une décennie. Et d'ailleurs, en faisant en sorte que l'on bloque en même temps le gel de cet indice, eh bien, fait qu'il y a moins de cotisations. Donc d'un côté, on se plaint qu'il n'y a pas de cotisation, de l'autre côté, on n'en demande pas les fonctionnaires, du coup, ils ne cotisent pas plus qu'ils ne cotisaient il y a 10 ans en arrière. De même, sur le même chapitre, le gouvernement employeur, qui en fait devrait remplir les caisses effectivement des fonctionnaires, eh bien au lieu d'employer des fonctionnaires, eh bien ce qu'il fait, c'est qu'il veut supprimer 120 000 postes. En supprimant 120 000 postes, ce sont 120 000 cotisants de moins, forcément. Alors, que dit le rapport Delevoye dans ses 144 pages ? Il dit qu'en 2025, en fusillant l'ensemble des régimes qui existent aujourd'hui, il mettra en place un système unique par points. Ce système unique par points, eh bien, il est basé sur l'achat de points et la revente de points à la liquidation de la retraite. Alors, concernant la revente de points, il fixe en 2025 la revente à 55 centimes d'euros. Là-dessus, il nous rassure, puisque d'ici 30 ans, 55 centimes vaudront, en tout cas, on n'aura pas la même capacité d'achat qu'en 2025. Donc il nous dit, je vais indexer le prix à la revente sur l'inflation. Donc de ce point de vue-là, on pourrait être rassuré de se dire que de toute manière, en indexant sur l'inflation, même si elle arrivait à 0, le prix de revente ne baisserait pas, mais en tout cas, il ne peut que augmenter. Bon.
Sauf que, il y a le prix d'achat. Alors le prix d'achat, c'est pas très compliqué, je vais donner quelques exemples. Il fixe en 2025 le prix d'achat du point à 10 €. Donc, pour donner un exemple concret, il y aura 28% de cotisation sur un salaire, mais qu'il fait en deux parties. Alors, un exemple simple, il y a 2000 € de salaire brut, le salarié sera prélevé à hauteur de 11% sur son salaire et 17% sur la part patronale, ce qui fait 28%. Avec ces 28%, donc sur 2000 €, donc ça nous fait une part salarié 220 € et une part employeur de 340 €, ce qui nous fait un total de 560 € de cotisation. Avec ça, à 10 € le point, eh bien, on va acheter 56 points. Donc, en 2025, on achètera 56 points sur un salaire de 2000 € brut sur 12 mois. Et au moment de la liquidation, eh bien, on verra, puisqu'on ne saura pas à l'avance, eh bien, avec l'indexation, le prix du point à la revente ne pourra qu'augmenter. Mais c'est là qu'il y a le piège. Parce que jusqu'à présent, l'Agirc Arrco, c'est les partenaires sociaux qui gèrent le prix du point. Il est réévalué tous les ans. Mais là, il n'y aura plus besoin de l'Agirc Arrco, d'ailleurs ça va dégager. Les partenaires sociaux exitent, et là, c'est l'État qui fixera le prix d'achat, unilatéralement. Et il le fixera forcément en l'augmentant. Et il va l'augmenter par rapport à quoi ? Ben, par rapport au nombre de retraités qui vont rentrer, toujours l'équilibre sur les dépenses, 14% du PIB, la part du gâteau ne doit pas augmenter. Du coup, on va se retrouver avec un prix d'achat qui va progresser au regard de la situation économique, et peu importe que le prix de vente augmente, eh bien, comme on veut l'équilibre, forcément, la retraite sera à l'équilibre. Les pensions n'augmenteront pas, en tout cas les pensions versées. Au passage, le gouvernement dit dans la réforme qu'il veut proposer, en tout cas dans le rapport Delevoye, je m'appuie essentiellement et exclusivement sur le rapport Delevoye, je ne fais pas de procès d'intention, je m'appuie sur le projet. Eh bien, il précise que, c'est pas si vieux, une petite annonce qui disait que les femmes seront avantagées. À mon sens, c'est idiot de se prendre aux effets, puisque les femmes touchent 40% de moins en moyenne que les hommes à la retraite. C'est-à-dire que les hommes touchent 1493 € en moyenne et les femmes touchent 1100 € en moyenne. Donc ça, ce sont les effets. Les effets, alors qu'il faudrait s'en prendre aux causes. Et c'est quoi les causes? Eh bien, c'est effectivement le temps partiel choisi, c'est elles qui le subissent en grande majorité. Ce sont les carrières interrompues par du congé parental, et là c'est la CAF qui prend le relais, donc il n'y a pas de cotisation. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, et la fameuse différence de salaire au même poste que l'on retrouve dans les entreprises. Donc si on s'attachait à résoudre les problèmes, les causes, on n'aurait pas le problème des effets. Donc de dire que la réforme va améliorer ce système, il ne l'améliorera certainement pas, puisque les causes sont toujours là, elles produiront exactement les mêmes effets. Donc, en clair, si j'augmente le prix du point plus vite ou différemment que le prix de la revente, eh bien, vous achèterez moins de points, donc moins de points à revendre, malgré que vos salaires augmentent. Donc, il pourra, lui, maîtriser complètement cette entrée et sortie. Par exemple, sur les 10 € d'achat, si il faisait rentrer les partenaires sociaux qui gèrent le prix d'achat, ce serait déjà une avancée, pas des moindres. On pourrait, nous, ajuster pour que le système permette le maintien du salaire différé. Dans le futur système, il n'y a que le gouvernement qui ajuste les paramètres. Il y a le paramètre de sortie qui sera sur l'inflation. Bon, je ne peux pas dire que c'est lui qui le gère, mais le premier, le plus important, c'est lui qui le maîtrise unilatéralement. Et on ne pourra pas y mettre notre nez.
Si on retarde l'âge de départ à la retraite, eh bien c'est l'effet qui se coule, puisque, les salariés continuent à travailler, donc ils ne rentrent pas dans la perception de la retraite, et deuxièmement, ils continuent à cotiser. Donc, on ne paye pas, on reçoit. C'est le double effet. Et puis, la deuxième solution, c'est celle qu'il adopte en même temps dans ce rapport, c'est que, eh bien, on va diminuer, en tout cas, on ne va pas augmenter la part du gâteau, ce qui va rétrécir le montant des retraites versées. Donc, dans les deux cas, eh bien, on fait l'équilibre, voire même plus, on fait de l'excédent. Bon. La population vieillit. On vit plus longtemps. Oui, on vit plus longtemps, effectivement. La moyenne pour les femmes, je crois que c'est 85 ans. Pour les hommes, c'est 79 ans. Alors déjà là, on pourrait discuter, parce qu'entre un ouvrier du bâtiment et un cadre, la moyenne, elle est facilement entre 7 à 10 ans d'écart. Mais ce qui nous intéresse, nous, lorsque l'on a travaillé 43 ans et que l'on fait valoir ses droits à la retraite, ce qui nous intéresse, c'est de profiter de cette retraite et d'en profiter en bonne santé. Or, la moyenne de l'âge en bonne santé, elle est de 62 ans pour les hommes et 64 ans pour les femmes. En d'autres termes, si je prends l'exemple des jeunes qui rentrent dans le marché du travail en moyenne à 23 ans, si je rajoute 43 annuités, ça fait 66 ans. Donc ça fait longtemps que le jeune qui est devenu vieux arrivera au moment de sa retraite, lorsqu'il liquidera sa retraite, il arrivera en déambulateur. Et puis, à savoir que s'il a envie, en plus, ou s'il n'a pas le choix d'aller dans une maison de retraite, il faudra encore qu'il puisse se la payer. Alors, pourquoi je ne veux même plus parler de l'âge de départ? Parce qu'en fin de compte, il n'a plus aucune importance. On nous enfume encore avec cet âge de départ qu'il ne veut pas bouger, mais en fait, ça n'a plus aucune importance parce que les salariés qui feront valoir leurs droits, ils auront en permanence le nombre de points qu'ils ont acquis. Et au regard de combien ils pourront le revendre, c'est eux-mêmes, de leur fait, qu'ils resteront au travail parce qu'ils ne pourront pas assumer leur responsabilité, leur survie au regard de ce qu'ils vont obtenir. Donc il n'y a même plus besoin d'âge de départ, ça va se faire automatiquement. Récemment, il y a eu une annonce, il y a quelques jours, le gouvernement expliquait que dans le rapport de Levoy, on précise que le minimum vieillesse allait être monté à 1 000 €, 85% du SMIC. Ça aussi, c'est de l'enfumage. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous avons des salariés qui ont des carrières décousues, qui touchent 600, 700 €, 400 € de retraite. Mais ils peuvent faire valoir leurs droits à un complément. Il faut le demander à l'État. Ce complément, auquel ils ont droit, les amènera à 868 €. Mais là, c'est sans minimum de trimestre. Alors que, dans le rapport de Levoy, les 1 000 €, c'est si vous avez vos 43 annuités. Donc, je ne sais pas, parce que je n'ai pas les chiffres, mais en 2020, d'ores et déjà, les 868 € seront réévalués, ils seront autour des 900, donc il n'y aura plus qu'un écart, et un écart de 100 €, mais qui va toucher les 43, qui aura les 43 unités pour toucher 85% du SMIC? Je doute que ce soit, qu'ils soient très nombreux. À ce moment-là, que je voudrais dire, attention aux retraités actuels. Puisque dans son rapport, le gouvernement précise qu'il veut l'équilibre en 2025. L'équilibre, c'est quoi? Eh bien, c'est que les entrées et les sorties, eh bien, amènent à un zéro. C'est-à-dire pas de déficit. Lors d'un rapport du Conseil d'orientation des retraites, qui date de septembre, eh bien, on annonçait que en 2025, le déficit sera de l'ordre de 10 milliards pour les retraites.
Alors moi, si je fais un calcul simple, si on veut l'équilibre, 0, en 2025, qu'il y a 17 millions de retraités, et qu'on veut résorber les 10 milliards de déficit, eh bien ça veut dire que, automatiquement, nous aurons, pour les retraités actuels, 6 à 650 € de moins en moyenne par retraité. Alors la question c'est, oui mais comment le gouvernement pourrait diminuer les retraites? Tout simplement, il y a deux méthodes. Ou on ne les en demande pas, ou, moi j'aime bien une phrase, je ne veux pas faire de trop de pub, il y a une trentaine d'années, une pub sur les caméscopes. Une marque avait dit « Vous en avez rêvé, je l'ai fait ». Il y a une quinzaine d'années, lorsque le gouvernement a décidé de mettre la CSG sur les retraites, personne n'en avait rêvé. Il l'a fait. Donc il ne viendra surtout pas demander l'avis des retraités s'il veut résorber les 10 milliards de déficit parce qu'il y a plus de retraités, il mettra en place les prélèvements qui résorberont ce déficit. Alors, il était à l'équilibre puisqu'on avait rajouté une contribution sur les salaires, cette contribution de la CADES, donc qui se terminera, en fait, elle avait été déjà prolongée et prolongée jusqu'en 2024. Et donc, elle a contribué à hauteur de 24 milliards. Donc, en 2024, eh bien, cette contribution devait s'arrêter, mais je présume qu'ils vont la poursuivre, et elle générera forcément des fonds pour les retraites. Donc ça se poursuivra. Je ne suis pas certain qu'il y ait réellement un déficit concernant les retraites. Puisqu'il faut quand même préciser qu'aujourd'hui, il y a une réserve pour les retraites complémentaires, une réserve qui est à 116 milliards. Il faut préciser qu'il y a un fonds de réserve pour le régime général qui est de 35 milliards. Et, comme on le disait tout à l'heure, la CADES, c'est 24 milliards. En tout, ça nous fait plus de 170 milliards d'euros de réserve. Donc, sans pour autant épuiser ces réserves, je crois qu'on a le temps de trouver les vraies solutions, de faire en sorte que ce régime conserve le niveau des pensions, tout en assurant eh bien, un maintien un équilibre de ces pensions. Donc je ne sais pas pourquoi le gouvernement veut se précipiter alors qu'il n'y a absolument pas urgence et qu'on a les moyens encore aujourd'hui et pour un bon moment de trouver la solution adéquate. Donc je suis persuadé que nous avons le temps, au regard des réserves que j'ai évoquées, le temps de faire la bonne réforme, s'il y a réforme à faire, de manière à, garder le niveau de vie pour les nouveaux retraités et les retraités en place, et garder un système par répartition tel qu'il a été mis en place depuis 1945 et qui a toujours parfaitement bien fonctionné. En pensant qu'on va améliorer toutes les carrières décousues, c'est un mensonge. Puisqu'on comprend bien que lorsque vous êtes au chômage, lorsque vous êtes à temps partiel, forcément, puisque l'impact du montant et du nombre de points se fait sur le salaire. Si vous n'avez pas de salaire, si vous avez une indemnité lorsque vous êtes au chômage, c'est toutes ces périodes, tous ces manques que vous aurez en nombre de points. Donc comment peut-on croire, alors que dans un système où on prenait les 25 meilleures années de la carrière, en écartant les 17, eh bien comment peut-on croire que lorsque l'on va prendre l'intégralité de la carrière, comment pourrait-on imaginer qu'on va y gagner? C'est pas possible. Alors, pour les cadres, moi, je dirais simplement que le salaire médian en France est de 1 800 €. Donc, pointer du doigt une catégorie professionnelle pour dire on va enlever à eux pour peut-être mettre à ceux qui touchent moins. Ils sont beaucoup moins nombreux, beaucoup moins nombreux. Donc quel sera l'impact de la réduction de pension sur des cadres supérieurs, sur
sur la majorité des salariés qui touchent 1 800 € de salaire médian. Et on voit bien que les pensions tournent plutôt autour de 1 490 € pour les hommes et 1 100 € pour les femmes. Donc, pour ma part, montrer du doigt une catégorie professionnelle ou montrer du doigt les régimes spéciaux pour dire « Attendez, regardez-moi ces nantis, ils profitent de tout, vous n'avez rien », eh bien le fait de les déshabiller, ça n'amènera à rien de plus. S'il y a 100 personnes qui touchent 100 € et un seul qui touche 5 000 €, si on le ramène à 100 €, il ne va pas y mettre sur les 100 personnes qui touchent. Sur le privé, c'est pas possible. C'est pas lui qui décide, c'est pas le gouvernement qui décide des augmentations de salaire dans le privé. Il y a des négociations annuelles obligatoires dans toutes les entreprises où il y a une organisation syndicale. Et aujourd'hui, l'employeur peut aussi négocier avec les comités économiques et sociaux. Mais c'est pas lui qui a la main sur ces augmentations de salaire-là. Et puis l'autre, ben, il se fout de nous. Ça fait 10 ans que le point d'indice est bloqué. Il attend quoi depuis 10 ans? Et il va nous faire croire que tout d'un coup, il va estimer raisonnable d'augmenter les salaires pour compenser les primes ou intégrer les primes. D'ailleurs, à ce sujet, les primes, il y a tellement de chiffres qui circulent aujourd'hui. Dans un premier temps, quand il a annoncé que l'intégration des primes des fonctionnaires coûterait 13 milliards, mais dans le rapport c'était déjà prévu, et les projections donnaient déjà une retraite minorée. Et puis, j'ai lu 3 jours après que finalement, ça ne ferait que 2 milliards. Donc, là-dessus, il faudrait qu'on ait effectivement tous les mêmes chiffres pour pouvoir en discuter. Mais je ne crois pas du tout dans sa politique où il veut, à moins qu'il, là aussi, il veut maîtriser le budget des dépenses des salaires des fonctionnaires, et à ce moment-là, il va poursuivre sa politique de suppression d'emplois. Et là, il va maîtriser. Alors, on aura peut-être quelques salaires revus, et encore que, mais au détriment de qui? Au détriment de ceux qui ne seront plus embauchés, que l'on retrouvera dans le privé. Et là, dans le privé, c'est les patrons qui décident, c'est pas lui. Alors, pour Force ouvrière, de temps en temps on y va, et la plupart du temps on n'y va pas. Tout simplement parce qu'une concertation, c'est je viens dans le bureau, c'est pas une négociation. C'est pas on essaye de trouver un compromis entre ce que propose le gouvernement et ce que apportent les syndicats. C'est quel est votre avis? Je prends acte, et ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte les propositions des syndicats, c'est uniquement une concertation. Et le gouvernement décide, on l'a vécu sur les ordonnances Macron, on l'a vécu sur la loi travail, et on le vit actuellement sur cette réforme des retraites. Et les solutions retenues, il faut quand même qu'on se dise, puisqu'il veut l'équilibre, moi j'aime bien cet exemple, il vaut ce qu'il vaut. Imaginons que vous invitez des amis à dîner le soir. Donc, vous prévoyez le dessert et vous achetez chez le boulanger un gâteau. Donc, d'une dimension fixe. Et vous êtes 4 convives. Donc, on va couper les parts en 4. Et puis, au dernier moment, eh bien, 2 amis se présentent. Donc, vous les recevez. À ce moment-là, il y a 2 solutions. C'est où je retourne à la boulangerie pour acheter une autre part de gâteau, ou je garde le gâteau, je le divise en 6, et forcément, puisqu'on veut garder la dimension du gâteau, eh bien les parts seront plus petites, c'est une évidence. La troisième solution que Force ouvrière propose, et depuis des années, c'est pas nouveau, on l'a déjà fait d'ailleurs, c'est d'augmenter les cotisations. Alors, je vais donner 2 chiffres. Il y a 26,6 millions de salariés en France. Il y a 1024 milliards de salaires versés. Si je fais 0,5% de cotisation sur un salaire brut de 2000 €, ça fait 10 €. Si je fais 0,5% versé par l'employeur, 1% en totalité, eh bien on arrive à 10 milliards. Donc simplement par l'augmentation de la cotisation, et je ne pense pas que les Français s'y opposent, puisque de toute manière, avec le système qu'il veut mettre en place, ben, les salariés, quand ils vont s'apercevoir avec quoi ils vont partir,
eh bien, ils vont contracter des assurances privées, des complémentaires privés. En plus, on va capitaliser le départ à la retraite. Donc, autant verser sur le salaire 0,5, 0,6, ce qu'il faudra, et on aura cet équilibre. Donc ça, c'est une facilité. Mais pourquoi alors il ne le fait pas? Pas pour deux raisons. La première, parce que les patrons y sont opposés. Parce que pour eux, ça leur fait 5 milliards à sortir. Et puis, la deuxième, c'est qu'il y a des exonérations de cotisations sociales. Elles existent depuis 30 ans. Elles se sont accentuées à partir de 98, entre autres avec la loi de Robien, ensuite les exonérations de cotisations sociales avec les deux lois Aubry, et puis Fillon a poursuivi, puis ça continue, hein, tout gouvernement confondu. Ces exonérations, aujourd'hui, elles atteignent 70 milliards entre le CICE et les exonérations de cotisations sociales. Mais l'État s'engage, puisque c'est la politique de l'emploi de l'État, il s'engage à redonner ces 70 milliards dans les caisses. Du coup, en réfléchissant 20 secondes, qui finance la politique de l'emploi de l'État? C'est les impôts, c'est le citoyen. Donc le citoyen paye par l'impôt la politique de l'État d'exonération de cotisations sociales des employeurs. Donc dans cette affaire, l'État est concerné aussi parce que si il augmente les cotisations côté patronal, il sait qu'une partie de ces cotisations, il va devoir les exonérer et donc lui-même les renflouer. Nous avons fait donc sur un tableur donc une projection de deux carrières, une carrière donc parfaite dans la fonction publique et une carrière, j'ai pris d'ailleurs un camarade de l'union départementale où j'ai pris sa carrière et je l'ai installé sur le tableur. Et on est arrivé, enfin, à un comparatif avec la retraite par points, sur les éléments qui sont inscrits dans le rapport de Delevoye, donc à des chiffres tels que vous pouvez les voir. Donc sur une carrière parfaite, il y aurait une perte de 36% sur la pension, et sur une carrière réelle que l'on a calculée, eh bien, il y aurait une perte de 197,90 € entre la carrière donc actuelle de la fonction publique et la carrière retraite par points. Là-dessus, on pourrait en plus ajouter, ce qui minorerait encore, c'est toutes les parties où l'agent, eh bien, ou est en congé maternité, ou est en congé parental, ou malheureusement, il interrompt sa carrière parce qu'il se retrouve au chômage. Donc ça ne peut que minorer, effectivement, ces chiffres. D'ailleurs, pour le 5, beaucoup de rassemblements sont annoncés. En tant que syndicat, on reçoit aujourd'hui des coups de téléphone qu'on ne recevait pas sur des actions qu'on a menées ces dernières années pour nous demander comment on fait grève, comment on dépose un préavis. On a notamment certains salariés d'entreprises qui, généralement, je parle du transport urbain de passagers, qui ont des difficultés à faire grève parce qu'ils ont 12 jours de délai de prévenance. Et donc, aujourd'hui, on reçoit pour cette réforme, et pour le 5 notamment, qui est, je le rappelle, c'est pas une fin en soi, le 5. On est bien conscient qu'on ne fera pas fléchir le gouvernement le 5. Le 5, c'est un point de départ. Il s'agit de continuer la mobilisation sur les jours qui viennent, les semaines qui viennent, pour que le gouvernement prenne conscience que cette réforme, on n'en veut pas. On n'est pas opposé à en faire une autre, mais pas en concertation, en négociation. Et on a le temps de la faire, cette réforme. La mobilisation du 5 sera une mobilisation très très forte. D'ores et déjà, on le sait, ce sera une mobilisation très très forte. Mais il faut que les Français comprennent qu'il y aura forcément des désagréments. Lorsqu'on fait grève, si ça ennuie personne, eh bien, on peut faire grève chez soi. Ça nous permet de nous reposer sur notre compte, parce qu'on n'est pas payé quand on fait grève. Mais il faut bien que, si on veut aboutir, il faut nuire. Il n'y a pas le choix. Alors, moins il y a de ceux qui subissent la nuisance, et ça veut dire qu'il y en aura plus dans ceux qui attendent quelque chose de nouveau. Donc, moins il y en a qui ne seront pas en grève, et moins il y en aura qui auront à subir cette grève. Et bien au contraire, donc on a les cheminots, on a la RATP, donc plutôt sur Paris, on n'a encore pas le métro à Chambéry.
Mais toutes les corps de métier sont mobilisés pour le 5, mais qui n'est pas, surtout pas une fin en soi. Il faut que les salariés fassent des rassemblements, des assemblées générales dans les entreprises, pour qu'ils expliquent aux salariés cette réforme. Elle est très très simple dans le fond, puisque on passe de un certain nombre de régimes et vers un système qui est ultra simple, mais ultra contrôlé par le gouvernement.